La sonnerie du téléphone mural tira Fawles de sa léthargie. L'écrivain ne possédait ni portable, ni adresse mail, ni ordinateur. Juste un vieux combiné en bakélite fixé à un pilier en bois porteur qui délimitait l'espace entre le salon et la cuisine. Fawles ne se servait de cet appareil que pour passer des coups de fil. Il ne répondait jamais lui-même aux appels, laissant le répondeur de l'étage du dessus s'enclencher. Aujourd'hui, toutefois, la disparition de son chien lui fit faire une entorse à ses habitudes. Il se mit debout et, appuyé sur ses béquilles, se traîna jusqu'à l'appareil. C'était Jasper Van Wyck. « J'ai une formidable nouvelle, Nathan. On a retrouvé Bronco. » Fawles sentit un immense soulagement le traverser. « Il va bien ?»« Très bien. » assura son agent. « Où l'a-t-on retrouvé ?» Une jeune femme l'a aperçu sur la route du côté de la presqu'île Sainte-Sophie et l'a conduit chez Ed's Corner. « Tu as dit à Ed de me ramener Bronco ?» La fille insiste pour le faire elle-même. Nathan sentait le piège à plein nez. La presqu'île était à l'autre bout de Beaumont, à l'opposé de la pointe du Safranier. Et si cette femme avait enlevé son chien pour pouvoir l'approcher? Au début des années 1980, une journaliste, Betty Eppes, avait leurré Salinger en mentant sur son identité et en transformant une conversation banale qu'elle avait eue avec lui en une interview qu'elle avait proposée aux journaux américains. « C'est qui, au juste, cette femme ?» Mathilde Monet, une Suissesse, je crois, en vacances sur l'île. Elle loue le bed and breakfast près du couvent des Bénédictines. Elle est journaliste au Temps, à Genève. Fawles soupira. Ça n'aurait pas pu être une fleuriste, une charcutière, une infirmière, une pilote de ligne. Il fallait que ce soit une journaliste. Laisse tomber, Jasper. Je le sens pas. Il serra le poing et frappa le poteau de bois. Il avait besoin de son chien, et Bronco avait besoin de lui. Mais il ne pouvait pas prendre sa voiture pour aller le chercher. Ce n'était pas une raison pour tomber dans un traquenard. Journaliste au Temps. Il se souvenait d'un correspondant de ce journal qu'il avait interviewé autrefois à New York. Un type jouant la connivence, mais qui était passé à côté du roman. C'était peut-être les pires. Les journalistes qui faisaient une bonne critique de votre livre sans en avoir rien compris. C'est peut-être tout simplement un hasard qu'elle soit journaliste, suggéra Jasper. Un hasard? T'es con ou tu te fous de moi? Écoute, ne te prends pas la tête, Nathan. Tu acceptes qu'elle vienne à la Croix du Sud, tu récupères ton chien, et tu la mets dehors illico presto. Le combiné dans une main, Fawles se massa les paupières pour s'accorder encore quelques secondes de réflexion. Il se sentait vulnérable, avec sa cheville dans le plâtre, et détestait cette impression de subir une situation qu'il ne maîtrisait pas. « D'accord, céda-t-il pourtant. Rappelle-la. Rappelle cette Mathilde Monet. Dis-lui de passer en début d'après-midi et explique-lui les consignes pour venir jusqu'ici. » 3. Midi. Après 20 minutes d'argumentation, je venais de réussir à vendre un exemplaire du manga Quartier lointain, le chef-d'œuvre de Taniguchi, et j'avais le sourire aux lèvres. En moins d'un mois, j'étais parvenu à transformer la librairie. Ce n'était pas une métamorphose, mais une série de changements significatifs. Un espace plus lumineux et aéré, un accueil plus souriant et moins bourru. J'avais même arraché à Audibert le droit de commander quelques références incitant davantage à l'évasion qu'à la réflexion. De petits signaux qui allaient tous dans le même sens. La culture pouvait aussi être un plaisir. Je devais reconnaître au libraire le mérite de m'avoir laissé le champ libre. Il me foutait une paix royale et n'était pas souvent présent dans son magasin, ne sortant de son appartement du premier que pour aller boire des coups sur la place. En me plongeant dans les comptes, je m'étais aperçu qu'il avait beaucoup noirci le tableau. La situation de la librairie était loin d'être catastrophique. Audibert était propriétaire des murs et comme plusieurs commerçants de Beaumont, il recevait une généreuse subvention versée par la S.A. Gallinari, propriétaire de l'île. Avec un peu de bonne volonté et pas mal de dynamisme, il était possible de rendre à la librairie tout son éclat, et même, rêvais-je, d'y faire revenir des auteurs. « Raphaël ?» Peter McFarlane, le propriétaire de la boulangerie de la place, venait de passer une tête dans la librairie.
C'était un Écossais sympathique qui, 25 ans plus tôt, avait quitté une île pour une autre. Sa boulangerie était célèbre pour sa pisse saladière et ses fougassettes. Elle répondait au nom de Brett Pitt, pour respecter une tradition un peu ridicule et à 1000 lieues du côté chic de Beaumont, mais à laquelle les gens semblaient très attachés. Donner à chaque commerce un nom fondé sur un jeu de mots. Seuls quelques pisse-froids comme Ed avaient refusé de se prêter à l'exercice. « Tu viens prendre l'apéro ?» me proposa Peter. Tous les jours, quelqu'un me conviait au cérémonial de l'apéritif. Sur le coup de midi, les gens s'attablaient aux terrasses pour déguster un pastis ou un verre de Terra dei Pini, le vin blanc qui faisait la fierté de l'île. Au début, je trouvais ça folklore, puis très vite, je m'étais pris au jeu. Tout le monde connaissait tout le monde à Beaumont. Où que vous alliez, vous rencontriez toujours un visage familier pour faire un bout de conversation. Les gens prenaient le temps de vivre et de se parler. Et pour moi qui avais toujours vécu dans la grisaille, l'agressivité et la pollution de la région parisienne, c'était quelque chose de nouveau. Je m'attablais avec Peter à la terrasse des Fleurs du Malte. D'un air détaché, je scrutais les visages autour de moi à la recherche d'une jeune femme blonde. Une cliente de la librairie que j'avais croisée la veille. Elle s'appelait Mathilde Monet. Elle était en vacances à Beaumont, où elle louait une chambre dans une maison près du couvent des Bénédictines. Elle m'avait acheté les 3 romans de Nathan Falls, qu'elle affirmait pourtant avoir déjà lus. Intelligente, drôle, lumineuse. On avait discuté 20 minutes, et je ne m'en étais toujours pas remis. Depuis, l'idée de la revoir me trottait dans la tête. Le seul point noir de ces dernières semaines, c'était que j'avais peu écrit. Mon projet sur le mystère Nathan Falls, que j'avais baptisé « La vie secrète des écrivains », n'avançait guère. Je manquais de matière, et mon sujet m'échappait. J'avais envoyé plusieurs mails à Jasper Van Wyck, l'agent de Falls, qui bien entendu ne m'avait pas répondu. J'avais interrogé les gens de l'île, mais personne ne m'avait rien appris que je ne sache déjà. « C'est quoi cette histoire de dingue ?» demanda Audibert en nous rejoignant, un verre de rosé à la main. Le libraire avait l'air soucieux. Depuis 10 minutes, une folle rumeur se répandait sur la place, vers laquelle convergeaient de plus en plus de gens. Elle évoquait la découverte d'un cadavre par 2 randonneurs néerlandais à Tristana Beach, la seule et unique plage de la côte sud-ouest de l'île. L'endroit était magnifique, mais dangereux. Déjà en 1990, 2 adolescents s'étaient tués en jouant près des falaises. Un accident qui avait traumatisé les habitants de l'île. Au-delà des petits groupes en pleine discussion, je repérais Ange Agostini, l'un des policiers municipaux qui quittait la place. D'instinct, je le suivis dans les ruelles et le rattrapai au moment où il rejoignait son triporteur garé près du port. « Vous allez à Tristana Beach, n'est-ce pas? Je peux venir avec vous ?» Agostini se retourna, un peu surpris de me trouver dans ses pattes. C'était un grand type chauve, un Corse sympa, gros lecteur de polar et fan des frères Cohen, à qui j'avais fait découvrir mes 6 noms préférés, Les Suicidés, L'homme qui regardait passer les trains, La Chambre bleue. « Monte si ça te chante !» me répondit le Corse en haussant les épaules. Entre 30 et 40 km à l'heure, le triporteur Piaggio se traînait sur la strada principale. Agostini avait l'air inquiet. Les messages qu'il avait reçus sur son portable étaient alarmistes et incitaient à penser qu'il s'agissait d'un meurtre plutôt que d'un accident. « C'est inimaginable, » marmonna-t-il. « Il ne peut pas y avoir de meurtre à Beaumont. » Je voyais ce qu'il voulait dire. Il n'y avait pas de réelle criminalité à Beaumont. Quasi aucune agression et très peu de vols. Le sentiment de sécurité était tel que les gens laissaient leurs clés sur leur porte d'entrée ou les poussaient avec leurs bébés à l'extérieur des magasins. La police locale ne comptait que 4 ou 5 personnes, et le gros de leur travail consistait à dialoguer avec la population, à faire des rondes et à signaler les alarmes détraquées. 4. La route suivait difficilement la côte au relief tourmenté. Il fallut 20 bonnes minutes au triporteur pour rallier Tristana Beach. Au détour d'un virage, on devinait parfois, plus qu'on ne les voyait, de grandes villas blanches cachées derrière les hectares de pinèdes. Tout à coup, le paysage changea radicalement pour laisser place à une plaine désertique qui surplombait une grève de sable noir. À cet endroit, Beaumont ressemblait à l'Islande plus qu'à Porquerolles.
C'est quoi ce bordel? Le pied sur le champignon, en pente et en ligne droite, le triporteur devait frôler les 45 km à l'heure. Ange Agostini désignait la dizaine de voitures qui bloquaient la route. En se rapprochant davantage, la situation devint plus claire. La zone était totalement bouclée par des flics venus du continent. Agostini gara son engin sur le bas-côté et arpenta les abords du périmètre gelés par des bandes de plastique. Je ne comprenais rien. Comment autant de mecs, visiblement des gars de la PJ de Toulon, mais il y avait aussi un véhicule de la police scientifique, avaient-ils pu se déployer aussi vite sur cette partie hostile de la côte? D'où venaient leurs 3 bagnoles sérigraphiées? Pourquoi personne ne les avait-il vus débarquer sur le port? Je me mêlai au badaud et prêtai l'oreille à toutes les conversations. Petit à petit, je parvins à reconstituer l'ébauche du scénario de la matinée. Vers 8 heures du matin, un couple d'étudiants néerlandais qui faisaient du camping sauvage avait découvert un cadavre de femme. Ils avaient immédiatement contacté le commissariat de Toulon, qui avait obtenu l'autorisation d'utiliser l'aéroglisseur des douanes pour envoyer sur l'île une armada de policiers et 3 voitures. Pour plus de discrétion, les flics avaient directement débarqué sur la dalle bétonnée de Saragota, à une dizaine de kilomètres d'ici. Je retrouvai Agostini un peu plus loin, sur un petit monticule de terre en bordure de la route. Il paraissait à la fois bouleversé et un peu humilié de ne pas pouvoir accéder à la scène de crime. « On sait qui est la victime ?» demandai-je. « Pas encore, mais on pense qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de l'île. » « Pourquoi les flics sont-ils venus si vite et si nombreux? Pourquoi n'ont-ils prévenu personne ?» Le Corse regarda d'un air absent son téléphone portable. « C'est à cause de la nature du crime et des photos que les jeunes ont envoyées. » « Les Néerlandais ont pris des photos ?» Agostini hocha la tête. « Elles ont circulé pendant quelques minutes sur Twitter avant d'être retirées. Mais il reste des copies d'écran. »« Je peux voir ?» ?»« Franchement, je te le conseille pas. C'est pas un spectacle pour un libraire. »« N'importe quoi. J'aurais aussi bien pu les voir passer sur mon fil Twitter, moi aussi. »« Comme tu voudras. » Il me tendit son appareil, et ce que j'y découvris me souleva le cœur. On y voyait le cadavre d'une femme. J'avais du mal à lui donner un âge, tant son visage semblait déformé par ses blessures. J'essayais de déglutir, mais ma gorge était paralysée par cette vision d'horreur. Le corps, nu, était comme cloué au tronc d'un eucalyptus gigantesque. Je zoomais sur l'écran tactile. Ce n'étaient pas des clous qui plaquaient la femme sur le tronc. C'étaient des ciseaux à bois ou des outils de tailleur de pierre qui lui brisaient les os et s'enfonçaient dans ses chairs. 5. Au volant de son pick-up décapotable, Mathilde Monet traversait le bois qui s'étendait jusqu'à la pointe du Safranier. À l'arrière du véhicule, Bronco regardait le paysage en jappant. Il faisait bon. L'odeur de la brise marine se mêlait à celle des eucalyptus et de la menthe poivrée. Les reflets mordorés du soleil automnal se frayaient un chemin à travers le feuillage des pins parasols et des chênes verts. Arrivée devant le mur d'enceinte en moellon de schiste, Mathilde descendit de voiture et suivit les consignes que lui avait communiquées Jasper Van Wyck. Près du portail en aluminium, derrière une pierre plus sombre que les autres, était camouflé un interphone. Mathilde sonna pour s'annoncer. Il y eut un grésillement et le portail s'ouvrit. Elle s'aventura à l'intérieur d'un grand parc sauvage. Une route de terre courait à travers les arbres. Des séquoias, des arbousiers et des bosquets de lauriers densifiaient la végétation. Puis le chemin tournicota sur une pente raide, et la mer apparut soudain en même temps que la maison de Falls. Une bâtisse aux formes géométriques, en pierre ocre, verre et béton. À peine avait-elle garé le pick-up à côté de ce qui devait être le véhicule de l'écrivain, une mini-moque couleur camouflage, avec un volant et un tableau de bord en bois laqué, que le Golden Retriever sauta de la voiture pour se précipiter vers son maître qui l'attendait devant la porte. Appuyé sur une béquille, l'écrivain était tout à sa joie de retrouver son compagnon. Mathilde s'avança. Elle s'était imaginé qu'elle allait être confrontée à une sorte d'homme des cavernes,
un vieux sauvage bourru en haillons avec les cheveux longs et une barbe de 20 centimètres. Mais l'homme qui se tenait devant elle était rasé de frais. Il portait ses cheveux courts, un polo en lin bleu ciel assorti à ses yeux et un pantalon de toile. « Mathilde Monet », se présenta-t-elle en lui tendant la main. « Merci de m'avoir ramené Bronco. » Elle gratta la tête du chien. « Vos retrouvailles font plaisir à voir en tout cas. » Mathilde pointa du doigt la béquille et la cheville plâtrée. « Ce n'est pas trop grave, j'espère. » Foles secoua la tête. « Demain, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. » Elle hésita, puis... « Vous ne vous rappelez plus, mais nous nous sommes déjà rencontrés. » Méfiant, il recula d'un pas. « Je ne pense pas. »« Si, c'était il y a longtemps. »« À quelle occasion ?»« Je vous laisse deviner. » 6. Foles savait que plus tard, il se dirait que c'était à ce moment précis qu'il aurait dû tout arrêter. Dire simplement ce dont il avait convenu avec Van Wyck, merci et au revoir, et battre en retraite à l'intérieur de la maison. Au lieu de ça, il se tut. Il resta stoïque devant la porte, presque hypnotisé par Mathilde Monet. Elle portait une robe courte, en maille jacquard, un perfecto en cuir, et une paire de sandales à talons hauts et à fines lanières, dont la boucle se fermait sur la bride, à la cheville. Il n'allait pas rejouer le début de l'éducation sentimentale. Ce fut comme une apparition. Mais un long moment, il se laissa griser par ce je ne sais quoi de sensible, d'énergique et de solaire qui émanait de la jeune femme. C'était une griserie contrôlée, une gentille ivresse qu'il s'accordait, un petit shoot de blondeur, de lumière chaude, comme un champ de blé. Pas un instant il ne douta de maîtriser le cours des choses, ni de pouvoir mettre fin en claquant des doigts et quand bon lui semblerait à cet ensorcellement. La fichette promettait une récompense de 1 000 €, mais je crois que je me contenterai d'un thé glacé. Sourit Mathilde. En évitant les yeux verts de son interlocutrice, Foles expliqua mollement que, ne pouvant plus se déplacer, il n'avait pas fait les courses depuis longtemps et que ses placards étaient vides. « Un verre d'eau fera l'affaire » insista-t-elle. « Il fait chaud. » Généralement, il était assez doué pour juger les gens à l'instinct. Ses premières impressions étaient souvent les bonnes. Là, pourtant, il était un peu paumé, traversé par des sensations contradictoires. Une alarme s'était déclenchée dans sa tête pour le mettre en garde contre Mathilde. Mais comment résister à la promesse insaisissable et énigmatique qu'elle portait en elle? Un halo diffus, doux comme le soleil d'octobre. « Entrez », finit-il par concéder.